tu peux être un très mauvais joueur, juste savoir passer ton D1 et prendre $1 million en fait. Une pierre lancée, des gens qui tweetent en disant il y a un shooter au MGM. En une semaine, j'ai gagné plus que le gagnant du main event dans la Bobby's Room. Les joueurs partent en pause, ils reviennent de pause, une main s'engage, il y a que 3 ou 4 joueurs à table. Tous les joueurs sont pas revenus et un joueur buste l'autre. Et au moment où il les met dans son stack, il y a un gars qui arrive qui dit mais t'es assis à ma place là. Puis qu'on est plus de 20 000 joueurs au main event. Bonjour à tous et bienvenue sur Poker Explorer, le podcast qui vous aide à progresser et vous fait vivre le poker de l'intérieur. Aujourd'hui, on est en direct de Las Vegas, une fois n'est pas coutume, pour parler du plus grand événement de poker au monde, les World Series of Poker. Et pour ça, on a le plaisir de recevoir un invité incontournable, Grégory Chauchon, le vice-président des WSOP. C'est l'homme qui pilote les coulisses de ce festival légendaire. Dans cet épisode, on va vous donner les dernières news sur l'édition 2025 qui se tiendra du 27 mai au 16 juillet. On parlera des nouveautés, du main event, mais aussi des conseils pour vivre les WSOP dans les meilleures conditions. Grégory, merci d'être avec nous et bienvenue dans Poker Explorer. Super intro, merci de m'inviter. Bah, c'est un plaisir, forcément. On ne peut pas ne pas t'inviter tant le poste, on va dire, est important. Et en plus, c'est super intéressant pour nous d'avoir un Français qui peut nous livrer les coulisses des WSOP. Donc, c'est incroyable. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, une question toute simple pour entrer dans l'ambiance World Series. Quand tu marches pour la première fois dans les allées des WSOP chaque été, qu'est-ce que tu ressens ? Ouais, c'est particulier. Alors, je venais déjà avant de travailler pour les World Series aux World Series. Je connaissais déjà. Donc, je connaissais, on va dire, cette ambiance un peu particulière où il y a un mélange d'excitation, de stress, de joie, de peine. Bah, voilà ce que vivent les joueurs de poker. Mais c'est vrai que, en fait, c'est plutôt positif, je trouve. C'est-à-dire que quand les gens sont ici, je ne sais pas si c'est le fait de Las Vegas ou des World Series, mais les gens sont quand même plutôt heureux, on va dire. Même si on saute d'un tournoi et que, on oublie vite et on saute dans le suivant, l'ambiance est positive. Donc, ce que je ressens, c'est l'excitation des joueurs, la musique qu'on met au démarrage de chaque tournoi. Et ça me fait toujours le même effet. Après autant d'années, là, ça fait faire 11 années que je travaille aux World Series. Mais je viens déjà depuis au moins une bonne, entre 15 et 20 ans à Vegas. Okay. Donc, je connaissais les World Series, mais c'est toujours la même excitation. Ouais. Ouais, et puis on va dire que les joueurs sont toujours heureux, au moins au début. Ouais. Au moins au début, non, mais après. Je te dis, l'avantage, c'est que sur les festivals dans le reste du monde, c'est que tu sautes du main, ton festival, il est terminé. Alors, tu as toujours 1 ou 2 sides pour te rattraper, mais les World Series, c'est tellement long qu'en fait, il y a l'espoir jusqu'au dernier tournoi. Et d'ailleurs, c'est arrivé Clément Richet, je crois. Oui. Fin de festival, alors qu'il fait un festival catastrophique. Il va gagner un des plus gros events, son bracelet. Et en fait, un Vegas qui avait démarré catastrophiquement, c'est un énorme succès, en fait. Donc, il y a toujours cet espoir en se disant, mais c'est pas des sides qui restent, c'est des vrais gros tournois jusqu'à la fin. Donc, tu as toujours l'espoir de gagner jusqu'à la fin, quoi. Ouais, de faire une petite perte. De te refaire, faut pas dire ça, mais. On passe le bonjour à Patrick Bruel. Un mot sur ton parcours. Tu es à la tête d'un événement mondial et tu es aussi français. Comment t'es arrivé là ? Eh ben, j'ai eu un peu de chance, beaucoup de travail, un peu de tout, mais je travaillais dans le groupe Barrière. J'avais lancé le Barrière Poker Tour dans les années 2008. Et puis, en 2010, je travaillais chez barrièrepoker.fr, qui était la filiale entre la Française des Jeux et Barrière sur le online. Et on a fait un partenariat avec les World Series pour amener les World Series Europe à Cannes en 2010 et 2011 et en 2011 et 2012, pardon. Ouais. J'ai joué à l'époque. Et en 2013 à Ranguin-les-Bains. Ok. Et en fait, c'est vrai que c'était particulier de faire venir les World Series en France. Et c'est à cette occasion que j'ai travaillé avec les World Series. Et à la fin de 2013, j'ai eu la chance qu'ils me proposent en fait de les rejoindre. Ty Stewart, qui était le grand patron, m'a proposé de devenir son bras droit et de les rejoindre à Vegas suite à ça s'était très bien passé les 3 éditions et il aimait mon profil, quoi. Ok, super. Et comment tu fais pour garder ta place au cœur d'un écosystème américain aussi compétitif ? Ouais, j'avais une crainte en arrivant, c'était que j'avais ma culture française et malgré tout, les World Series et le poker, c'est un jeu très américain. La plupart des joueurs sont américains aux World Series, faut pas se le cacher, même si on a beaucoup de pays représentés en quantité, c'est quand même très américain et les Californiens, c'est près de 15% ou 20% des joueurs. Donc, c'est quand même énorme. Et j'avais cette petite crainte, mais en fait,
Ty, justement, m'a fait sentir que le fait que je viens d'autre part et que j'ai une culture différente, ça allait apporter quelque chose, une nouvelle vision, plus internationale, voilà, avec une culture différente. Et en fait, c'est devenu une force pour moi, c'est-à-dire que je leur donnais un avis ou une opinion qu'ils n'avaient pas forcément. Et je pense qu'on va en parler, mais c'est la difficulté des World Series, c'est que on a tout type de joueurs de tous les pays du monde et que c'est très compliqué de faire un événement qui plaise à tout le monde. Et je pense que au cours des 10 dernières années, voilà, ce qui a renforcé ma position, c'est que voilà, j'avais une valeur ajoutée par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis. Donc, c'était un plus. Et maintenant, j'ai pris un petit peu de cette culture américaine aussi maintenant depuis. Oui, j'imagine. Mais la balance entre les deux fait que je m'entends toujours aussi bien avec Ty et qu'on a ce duo qui fonctionne bien. Ouais. Ok, super. C'est comment de vivre toute l'année à Vegas? Et pareil, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Vegas, c'est partout où tu vas aller dans le monde, quand les gens vont te demander où est-ce que tu habites et que tu vas dire Las Vegas, tu vas voir les yeux des gens. Et c'est vrai que depuis 10 ans, ça marche systématiquement. Quand je rentre en France ou ailleurs, vous venez d'où? De Las Vegas. Et là, les gens, ils bloquent. Ils disent, mais on peut habiter à Las Vegas. Ouais. C'est possible. Et en fait, oui, c'est possible. Alors, d'autant plus depuis le Covid. Alors, quand je suis arrivé, moi, il y avait 2 millions d'habitants. Maintenant, je crois qu'il y a près de 3 millions d'habitants à Vegas. À l'époque, c'était vraiment une ville très axée sur le jeu. Quand je suis arrivé, maintenant, c'est plus une ville de divertissement. Le sport, les restaurants, les boîtes de nuit. Et voilà, médiatiquement, je trouve que la ville, elle a beaucoup changé d'une ville un peu, on va dire, il y avait quand même un côté très gambling et on est devenu une ville plus, on vient s'amuser, une sorte, nous on appelle ça Disneyland pour adultes un petit peu. Et vraiment, voilà. Et c'est une ville très agréable et ça revient un peu avec ce que je disais au World Series, c'est-à-dire que les gens sont heureux d'être là. Et tu vois que ce soit des locaux ou que ce soit des gens de passage, quand tu es à Vegas, tu kiffes, quoi. Donc au final, c'est un peu comme d'habiter dans j'imagine, un spot de vacances, tu vois, dans le reste du monde. Et en fait, les gens qui sont là, ils sont contents. Ils n'ont pas leur routine au travail tous les jours, etc. Donc, tu as dû t'en rendre compte, même toi, en étant là. Les gens dans les casinos sont heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens qu'on rencontre la plupart du temps, ils viennent une semaine. Un week-end, même. Un week-end. Là, on a joué avec des joueurs qui font des business trips, mais qui jouent aussi à côté, qui viennent de partout, Shanghai. Il y a les conventions aussi, tu sais, ils font la convention la semaine, et puis ils restent le week-end faire la fête. Ça fait beaucoup. C'est la première ville au monde de convention à Vegas. 150 000 chambres d'hôtel. Il n'y a aucune ville dans le monde où il y a autant de chambres d'hôtel. Donc, les gens adorent ça parce que tu fais ta convention et puis le reste, tu t'éclates, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je crois que le Wynn, par exemple, il est plein, là, justement, parce qu'il y a des grosses conventions. OK. Petit retour sur 2024, avant de parler de l'édition à venir. Le Main Event 2024 a encore battu un record avec plus de 10 000 joueurs, un prize pool de plus de 94 millions et un vainqueur à 10 millions. Quels sont vos retours sur cette édition ? Le côté positif, c'est on adore battre les records au World Series. C'est toujours le sujet. Est-ce qu'on va battre le record de l'année d'avant en prize pool, sur le Main Event ? Et c'est vrai que c'est le chiffre du Main Event, c'est un peu la tendance de l'écosystème du poker. Comment va le poker? Est-ce que le Main Event augmente ou baisse? Alors qu'en fait, si tu réfléchis bien, que tu es 50 ou 100 joueurs de plus ou de moins, finalement, ça change pas grand-chose. Le fait qu'on ait atteint les 10 000 joueurs, c'est déjà énorme. Moi, l'objectif en arrivant au World Series, c'était déjà de battre le record de 8 000 et quelques. Le fait qu'on ait passé cette barrière de 10 000 maintenant, on veut pas repasser en dessous, évidemment, parce qu'elle est symbolique. Mais les retours étaient plutôt positifs. On a de plus en plus de qualifiés online, de plus en plus de qualifiés physiques, de plus en plus de pays représentés. Le petit point négatif, je ne sais pas si tu allais en parler, de l'année dernière, c'est évidemment le côté, la table finale avec la polémique sur Jonathan Tomayo et son Okay. Non, je n'allais pas en parler, c'est intéressant. Bon, okay. Sur les RTA, etc. Et les outils utilisés. Donc, on a changé les règles d'ailleurs pour cette année qui vont être publiées là, dans les jours à venir, mais où en gros, on interdit l'utilisation des téléphones sur les dernières tables et puis même dans le rail pendant les tables télé. Ok, d'accord. Mais en dehors de ça, moi, j'ai envie de dire qu'une des WSOP sans polémique, c'est pas vraiment un vrai WSOP. Les gens, bien sûr. Ça fait partie du jeu. Et pareil, c'est pas une critique. On a l'habitude qu'on se fasse critiquer. Ça fait partie du jeu. Tu as du succès, tu te fais critiquer. Voilà, ça, c'est normal. Mais on va dire dans l'ensemble, l'année dernière, c'était un grand succès. Ouais. Oui, justement, qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné selon toi ? On avait amélioré, je trouve, l'organisation. On essaie de fluidifier. Et là, il y a une grosse révolution qu'on a annoncée depuis 2-3 jours. C'est qu'on a une nouvelle appli qui s'appelle WSOP+, qui, elle, doit éliminer complètement les files d'attente. Mais on avait beaucoup travaillé, justement. Les files d'attente, ça arrête le nerf de la guerre. On a 700 tables, on a plus de 70 000 inscriptions de joueurs uniques. Donc, il faut empêcher qu'il y ait des files d'attente. C'est le nerf de la guerre. Les joueurs ne peuvent pas venir et attendre des heures. C'est insupportable.
malheureusement, des fois, on atteint notre capacité maximum. On a 700 tables et c'est arrivé qu'on n'ait pas de place, tu vois. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour améliorer l'expérience du joueur. Donc, on a travaillé là-dessus l'année dernière. Je pense qu'on va encore le faire cette année. Le programme était bon l'année dernière. Il est aussi bien cette année. Je vois pas de grande révolution, mais on va surtout travailler l'expérience du joueur. Ouais. Ok. Parlons maintenant de l'édition 2025. L'édition 2025 qui se déroulera du coup au Paris et au Horseshoe approche avec un début des WSOP le 27 mai et une fin le 16 juillet. À quoi peut-on s'attendre cette année et est-ce qu'il y a des nouveautés majeures dans le programme? Alors, dans les tournois, pas de grande révolution. On fait toujours le bilan en fin d'année précédente. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, on enlève les tournois qu'on estime être pas bons et on rajoute 3, 4, 5 tournois des variantes. Donc, on peut voir qu'il y a un nomade, double board, bomb pot, voilà, des choses un peu sexy. Voilà, il faut qu'il y ait des nouveautés pareilles, sinon que ça fasse parler les gens. Mais il n'y a pas de grosse révolution, on va dire. D'accord. La grosse révolution, c'est ce que je disais, c'est WSOP+, qui, elle, doit permettre, par exemple, un détail amusant, WSOP+, tu vois qui est à ta table. En temps réel, tu peux cliquer sur la personne et voir son palmarès. Ah, ok. Tu peux les chip counts. Alors, ça va être mis à jour toutes les 2 heures au maximum, mais ça peut être plus court par les dealers. Donc, à chaque break, tu as toutes les tables de tous les chip counts de tout le monde. Tu vois, c'est les petits détails qui vont te permettre d'avoir une expérience plus sympathique. Tu n'es plus obligé d'aller à la caisse pour t'inscrire du tout. Il n'y a plus de tickets, c'est sur ton téléphone et tu donnes ton téléphone au croupier. Donc, beaucoup de pression là-dessus pour que les joueurs s'habituent parce que ça fait quand même des années que les joueurs ont leurs habitudes de World Series. Mais cette transition-là va être peut-être un peu compliquée, mais je pense que ça va être très, très bénéfique pour les joueurs et pour vivre l'événement un peu différemment, tu vois. Ouais, pour une expérience utilisateur. Pour les fans aussi, tu vois. Ouais. Voir le chip count des D1 de ton pote, tu as envie de savoir combien ils pourront consulter. À toutes les tables. Ouais. C'est accessible à tout le monde, en fait. Ah, ok, super. Ouais. Qui est à sa table, combien il a de jetons, tu vois. Ah ouais, super innovation. Ça, c'est top, ouais. Ok. Sur le format des tournois, on voit de plus en plus de tournois à 300, 500, 1500. Est-ce que c'est une stratégie assumée pour démocratiser l'accès aux World Series? Ouais, c'est une bonne question. Pareil, quand je parlais des critiques, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de tournoi en dessous de 1500. 1000 déjà, c'était pour eux, pour la plupart des joueurs, c'était des satellites seulement pour le main. Et on a longtemps eu ce débat de est-ce que c'est dévaloriser la valeur d'un bracelet d'en faire un avec un buy-in moins élevé. Et moi, j'étais complètement contre cette idée de dire que ça dénature parce que ce qui fait la nature des World Series, c'est justement le fait que tout le monde peut participer et tout le monde peut y jouer. Donc, faire un tournoi à 10 000 joueurs, à 10 000 de buy-in, ok, c'est prestigieux, mais n'importe qui peut y participer s'il a 10 000 $. Donc, je trouvais ça, en fait, c'était une forme de discrimination de ne pas permettre à des joueurs qui avaient que 500 ou 1000 de buy-in de ne pas pouvoir participer aux World Series. Les World Series, c'est la fête de tout le monde. Oui, c'est les championnats du monde. Donc, tu as les tournois avec les meilleurs joueurs du monde. Mais je pense pas que ça soit plus facile de gagner un tournoi avec 100 joueurs à 10 000 qu'un tournoi à 10 000 joueurs à $100, tu vois. Je tire le trait. Mais la quantité, voilà, les tournois à 300, 500, tu sais, c'est des tournois où on a 20 000 joueurs. Ouais, donc, c'est incroyable. Donc, me dire que c'est dénaturé, au contraire, c'est peut-être encore plus difficile de gagner un de ces tournois-là. Il faut de la chance, il faut bien jouer aussi, hein. Beaucoup de variance parce qu'il y a tellement de coups à tapis. Ouais. Exactement. Et tu te rends compte aussi que sur les dernières tables, souvent, c'est quand même les meilleurs joueurs qui gagnent. Parce qu'il y a tellement de pression, d'ICM, de prix. Même au main event, ces dernières années, de plus en plus, tu te rends compte que c'est le meilleur joueur qui gagne. Parce que malgré le fait qu'il y a de la variance, il y a tellement de pression et les structures sont suffisamment deep pour que le niveau joue beaucoup. Donc, non, moi, je l'assume complètement. Et encore une fois, on a un tournoi à moins de $500, le Gladiator. On a 1 ou 2 tournois à $500. Moi, je trouve pas ça honteux du tout, au contraire. Je suis d'accord, je partage ton point de vue. Et comme tu l'as dit, gagner un fil de 20 000 joueurs, c'est bien compliqué. Et sur les tournois populaires, les tournois comme le Mystery Bounty, le Millionaire Maker ou le Gladiator, c'est des tournois qui ont eu beaucoup de succès. Est-ce qu'ils évoluent et quels sont ceux à ne pas manquer pour cette année? Ouais, c'est vrai qu'en fait, avec le principe de rajouter chaque année des nouveaux tournois avec des nouvelles marques, tu te retrouves au final avec une dizaine de tournois, on va dire flagship, on appelle ça, nous. Millionaire Maker, Monster Stack. Alors, Monster Stack, je sais que pour les grinders, c'est le tournoi avec la plus belle structure au monde, je crois, si je ne me trompe pas. C'est aussi bien que celle du main event, évidemment, qui est particulière aussi. Et le Millionaire Maker, c'est quand même 1 million garanti au premier. Alors, on sait que des fois, ça peut un peu jouer sur le price pool, mais jouer à 1500 où il y a 1 million garanti, voilà, c'est particulier. Et enfin, le Mystery, pareil, c'est un tournoi immanquable. Pourquoi? Parce que c'est le seul tournoi où l'année dernière, on avait encore 2 tickets, 2 bounty à $1 million.
à gagner. C'est le seul tournoi au monde où tu mets 1000 de buy-in et tu n'as pas besoin de gagner le tournoi. Tu es juste au D2 et tu peux prendre 1 million, en fait. C'est incroyable. Donc, ça, je pense que ça joue beaucoup aussi sur l'esprit Expresso Spin and Go. C'est-à-dire le côté un peu vraiment, il faut avoir un coup de chance. Mais moi, j'adore l'idée de se dire que tu peux être un très, 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 très mauvais joueur, juste avoir passé ton D1 et prendre $1 million, en fait. Ce concept, on est très fiers du Mystery Bounty. C'est un truc qu'on avait créé et qui après a été repris, mais je trouve que ça colle très bien à notre image, en fait. C'est très accessible. Alors, ça peut permettre de faire des millionnaires, ce qui est aussi un peu la quintessence des World Series, c'est les millionnaires. Et voilà, ça à ne pas manquer aussi. Mais tu as cité les marques, les 3-4 Monster Time, Millionaire Maker, Mystery Bounty, Colossus. Voilà, évidemment. Mais pareil, c'est des tournois où je sais que les joueurs avec des buy-in qui aiment les buy-in à 1500, 3000, etc., c'est des tournois un peu compliqués parce qu'il faut vraiment sortir des D1. Une fois que tu passes les D1, c'est des tournois agréables, mais c'est vrai que les D1 sont compliqués, ouais. Le main event, ça reste le cœur quand même battant des WSOP. Est-ce qu'il y a des évolutions prévues dans sa structure ou sa diffusion? Alors, on discute toujours de la structure. C'est des choses qu'on a du mal à toucher. Elle est maintenant la même depuis des années. Je crois que les joueurs l'apprécient beaucoup. Alors, il y a eu des critiques sur le fait que ça soit trop long, évidemment. On a entendu Phil Hellmuth, par exemple. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi la nature du main event, c'est ce côté marathon et dantesque, où il faut vraiment, c'est un parcours du combattant pour arriver jusqu'au bout. Et je pense que, voilà, on veut pas y toucher comme le freeze-out. On touchera jamais au freeze-out du main event. C'est des choses, je pense que c'est notre responsabilité de faire que ce tournoi reste à part. Et la structure où le freeze-out en fait partie, tu vois, ou le buy-in. On nous a dit, ouais, mais $10 000 il y a 25 ans, ça devrait être 25 000. Non. Le main event, c'est 10 000. C'est comme ça. Out, ouais, tu vois, pas bouger. Tu peux pas toucher. Ouais. Tu touches à l'histoire. Si tu fais ça, tu te rends compte de la responsabilité que tu prends en dénaturant un truc qui existe depuis 1970, quoi. Donc, on peut pas se permettre de faire ça. La distribution, ouais, il y a des choses à faire. Je trouve que les dernières années, comme tu dis, ça doit être la vitrine du poker. Il n'est pas assez diffusé et mis en avant partout dans le monde. On a des idées. Et je pense que le fait qu'on ait un nouvel actionnaire, tu sais, les WSOP ont été vendus au même actionnaire que GG Poker. Je pense que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'investissement et de liberté dans ce qu'on veut faire. On a appartenu à un groupe de casinos qui était évidemment, dans lequel le bilan financier était la chose numéro 1. Là, notre nouvel actionnaire nous a dit, oubliez le côté financier. Ce qui compte, c'est de démocratiser le poker. Okay. Donc, comment il faut faire? Le main event, c'est la vitrine. Tous les joueurs ou les gens qui aiment un peu le poker, ou même les gens qui sont fans d'un Neymar ou d'une célébrité, ils doivent voir une image du main event. Le gars qui gagne, c'est $10 millions, tout le monde qui lui saute dessus, le bracelet, le tas d'argent. Ça doit être quelque chose qui doit être visible par tout le monde. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait pas encore, donc on y travaille, ouais. Sur l'affluence attendue, vous attendez encore plus de monde cette année. Et comment vous organisez pour accueillir une telle affluence? Ouais, alors c'est marrant parce que l'autre jour, on se demandait combien il y a de joueurs de poker dans le monde. Quand tu demandes à ChatGPT, il te dit de gens qui connaissent les règles et qui peuvent jouer environ 100 millions. 100 millions, ouais. Okay. Et nous, au World Series, ce que je disais tout à l'heure, en joueur unique, on est aux environs de 70 000. Donc tu te dis 70 000, 100 millions, il y a un problème. Ouais. Donc en fait, ça s'explique par plusieurs paramètres qui sont d'abord le fait de venir à Vegas, aux États-Unis, ça a un coût extrêmement élevé pour la majorité de ces personnes. Ça demande un budget, ça demande du temps, ça demande des visas. Il y a plein de paramètres qui font que on a encore beaucoup de joueurs qui ne sont pas venus au World Series, qu'on doit faire venir. Donc pareil, les satellites online, ce genre de choses, ça doit aider. Et l'année dernière, je crois qu'on a eu 1200 ou 1300 qualifiés online. Si tu me demandes dans 5 ou 10 ans, moi, je vois bien qu'on ait 5 ou 10 000 qualifiés online. Tu vois ce que je veux dire? C'est illimité, notamment avec notre partenaire. Ils sont capables de le faire. Et donc, d'aller chercher des nouveaux joueurs. Je t'ai dit tout à l'heure, on a 700 tables. Et l'année dernière, il y a eu plusieurs moments où on était à capacité maximum. Et malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait une autre façon. On ne peut pas pousser les murs. On a pris toutes les salles qui sont disponibles. On prend quand même, ça dure 50 jours les World Series. Il n'y a aucun casino ou aucun endroit dans le monde où tu peux avoir 7 semaines, 700 tables disponibles, tu vois, au cœur du strip. Donc, en fait, j'ai peur qu'on soit arrivé à capacité maximum en termes d'accueil. La seule chose, ce serait d'allonger la durée. Mais 50 jours, déjà, on tire la langue. Ouais. Tout le monde tire la langue. Donc, c'est compliqué. En dehors du main event, je pense que c'est très compliqué d'accueillir plus de monde. Ouais. Il y en a qui tirent la langue parce que j'ai vu des joueurs de MTT jouer littéralement tous les tournois pendant 2 mois. Ouais. Ouais, c'est dur quand même. Il faut être capable de prendre des jours off, je pense. Ouais. Et malgré qu'on voit sur le programme un truc qui se dit mais je suis obligé de le jouer ça. Il faut être capable de couper, je pense. Ouais.
faut s'écouter, je pense. Sortir du strip, prendre l'air, parce que sinon tu te rends pas compte, mais t'as le nez dans le guidon et l'atmosphère du strip est quand même hyper pesante. Clairement. Pour ceux qui préparent leur Vegas en ce moment, on va passer en revue quelques conseils pratiques de l'inscription jusqu'à la récupération des gains. Est-ce qu'il faut absolument se préinscrire en ligne ? Tu nous as parlé de justement l'application WSOP+. Il y a aussi d'autres applications comme Luxon Pay, PayPal, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Ouais, alors les 2 grosses étapes cette année, c'est il faut un compte WSOP+. Donc ça, on peut le faire à distance, il n'y a pas de problème, on crée son compte. Et ensuite, le connecter, si on a une carte César existante, à son compte César. D'accord. Donc les joueurs qui ont déjà joué les World Series sont tous une carte César, puisque c'est obligatoire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, une fois qu'ils sont sur place, ils doivent faire leur carte César et alors connecter les 2 comptes. À ce moment-là, on peut s'inscrire directement sur l'application désormais. D'accord. Et comme tu l'as dit, maintenant, il y a des nouvelles méthodes de paiement pour s'inscrire. PayPal en fait partie, Luxon Pay en fait partie. Il y a les virements bancaires, il y a le cash, évidemment, et les cartes de crédit. Donc, il y a toutes ces méthodes de paiement possibles. Mais les 2 étapes, c'est ça. WSOP+, la carte César, et valider une fois son compte à la caisse en arrivant. Okay. Et ensuite, on n'a plus besoin de passer à la caisse du tout. Parce qu'on peut aussi mettre de l'argent sur son compte à la caisse en disant mettez-moi $5 000, comme ça tu as l'argent sur ton compte et tu n'as pas à chaque fois à retourner à la caisse. Ce genre de choses, tu peux le faire en cash, tu peux le faire en virement. Donc, j'invite les joueurs à éviter au maximum les caisses. Je comprends qu'on veut s'inscrire au dernier moment, mais maintenant, il n'y a plus de frais. Donc, c'est-à-dire, si tu arrives avec 5 000 à la caisse et qu'ensuite tu utilises les 5 000 pour buy-in, ça te coûtera 0. Ouais, avant, il y avait des espèces de fees d'inscription par Bravo. Ça, on l'a fait sauter. D'accord. Donc maintenant, j'engage. Je sais que les joueurs aiment s'inscrire au dernier moment. On en parlait avec le main event, ils s'inscrivent toujours au dernier moment. Mais pour les World Series, pour éviter les files d'attente, voilà. Maintenant, après, les caisses sont ouvertes toute la journée, toute la nuit. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui connaissent les astuces. C'est de venir, par exemple, très tard. Ouais. Il n'y a personne. Voilà. La veille du tournoi, tu as ton ticket, t'es tranquille. Ok, bon, pensez les joueurs à anticiper un peu tout ça. Mais bon, on connaît les joueurs de poker. Les erreurs à éviter, quels sont tes conseils pratiques pour bien préparer son arrivée à Vegas ? Alors, l'ESTA, évidemment, le visa, on va pas oublier. Ça arrive chaque année à quelques joueurs, donc bien valider visa de touriste sur le site ESTA officiel et pas sur des sites. Je crois qu'il y a à peu près 72 heures de délai au maximum. Ouais. Moi, j'en avais un qui se périmait, là, je l'ai refait, et au final, en 24 heures, je l'ai. Ouais, c'est ça. Voilà, juste pour. Et allez bien sur le site de ESTA officiel parce qu'il y a plein de gens qui se trompent. Et ça coûte à peu près $20 et pas 80. Bien sur le site du gouvernement américain. Et la deuxième chose, c'est de bien venir avec son passeport pas périmé, avec suffisamment de marge, et des justificatifs de domicile. Parce que tu parlais des joueurs français. Il faut savoir que quand on gagne plus de $5 000 net à un tournoi de poker aux États-Unis, on doit faire un document de taxe. Donc pour les Américains, ils doivent le rentrer sur leur feuille d'impôt, etc. Pour les Français, ils n'ont pas à payer d'impôt, mais ils doivent créer ce qu'on appelle un ITN, qui est un numéro de taxe d'identification qui en fait les reconnaît comme résidents fiscaux français et qui leur permet d'éviter qu'on leur prélève 30% qu'ils doivent ensuite récupérer, qui est un parcours du combattant. Donc désormais, quand on gagne au World Series, on le fait directement. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu gagnes plus de 5 000 net, tu vas dire « je suis résident français », ils vont demander « est-ce que tu as un ITN ?» Si tu en as un déjà, tu le donnes et c'est bon. Si tu n'en as pas, on va le créer. Ça met à peu près 24 heures, on le fait sur place. Et 24 heures après, tu as ton ITN et on te paye l'intégralité de tes gains. Ce numéro ITN, il faut surtout bien le garder parce qu'il marche dans tous les casinos, dans tous les États-Unis, à chaque fois que tu gagneras $5 000 net. Bah justement, c'était ma question. Ouais. Une question importante pour ceux qui veulent récupérer leurs gains. Beaucoup de joueurs français entendent parler de l'ITIN, notamment pour récupérer les taxes retenues sur les gains. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et à quel moment il faut s'en occuper? T'as répondu en partie. Malheureusement, tu peux pas le prévoir. Tu peux pas le faire avant. Non, c'est très compliqué. Tu peux pas passer par un casino. Les 2 façons de le faire qu'un casino te le fasse, c'est si tu gagnes un jackpot aux machines à sous. D'accord. Donc c'est $1 200 aux machines à sous. Okay. Donc là, on te fait un ITIN dans le casino. Ou alors $5 000 au poker ou au jeu de table. Et là, le casino te le fait. Alors attention, il y a des casinos. Je n'ai pas envie de citer de nom, même sur le strip, où si tu gagnes au poker, ils ne vont pas te faire ton ITN. Okay. Et donc, dans ce cas-là, si tu ne l'as pas gagné chez nous ou aux tables de jeu, etc., ils vont te garder les 30% jusqu'à que tu leur fournisses ce document. D'accord. Et là, c'est un peu le cauchemar pour récupérer ton argent, j'avoue. Donc, j'ai pas envie de dire, mais vérifiez auprès du casino que si vous êtes résident français, ils puissent faire votre ITN si vous gagnez et que vous n'en avez pas. Chez nous, aucun problème. Et pour des résidents, des Français, mais résidents à l'étranger? Alors, ce qui compte, c'est pas ta nationalité, c'est ta résidence.
Ok. Donc, quand on va te demander ton gain, on va te demander de justifier ta résidence. Ok. C'est ça qui va faire preuve pour nous de créer ou pas ton ITN. Parce qu'effectivement, selon les pays, il y a des taxes ou il n'y a pas de taxes. Les Brésiliens, par exemple, doivent payer les 30%, tu vois. Ok, Mexicain, par exemple. Voilà, tu me pièges. Mexique. Je crois que c'est exempt, le Mexique, à vérifier. Okay, d'accord. Mais je vais vérifier. Okay. Mais il y a une liste disponible sur le pays, mais sur le site, pardon, mais c'est à vérifier pour chaque pays. Ouais. Je parle pour moi, parce que. Mais après, là où c'est compliqué, c'est que vérifier la résidence de quelqu'un, c'est pas aussi simple en fait. Donc nous, on est obligé de se baser juste sur les documents qui font foi, quoi. D'accord. Ouais. Pour vivre à Vegas, en dehors des tables, est-ce que tu aurais un hôtel où dormir à conseiller, un restaurant à tester ou un spectacle à voir? Alors, si on veut rester sur le strip, parce qu'on reste pas 2 mois, je pense que malgré tout, on n'a pas les plus beaux hôtels, mais je pense qu'en rapport qualité-prix et situation sur le strip et qu'on n'a pas des moyens incroyables, Paris, c'est leur chou, ça reste très, très accessible. Même pendant les World Series, on a des chambres à 120, 130 $. Ça reste très accessible pour être au milieu du strip. Après, il y a des hôtels que vous pouvez trouver qui sont à 10 minutes, un quart d'heure du strip, mais c'est vrai qu'après, il faut se déplacer, donc tu peux pas faire le voyage à pied, donc tu vas payer soit un Uber, soit une voiture. Donc ça demande un peu plus d'organisation. Ça augmente les frais. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ceux qui restent longtemps, définitivement, appartement ou maison, en dehors du strip, à plusieurs, c'est plus économique, et surtout, ça vous permet de couper quand vous sortez, parce que quand vous restez plus d'1 mois, c'est compliqué. Là. Ouais, c'est sûr que les villas, c'est intéressant. Après, quand il y a trop de monde aussi, c'est pas non plus sur des longues périodes. Moi, je l'ai testé, c'est bien, mais. Il faut que tu sois avec des gens que tu t'entends très, très bien. Ouais. Et après, autre chose, les restaurants, c'est vrai que Vegas, sur le strip, ça a augmenté les prix de façon incroyable ces dernières années. Donc, j'éviterai au maximum le strip et je regarderai autour. Il y a sur Spring Mountain, notamment Chinatown, où il y a beaucoup de très, très bons restaurants qui sont encore très abordables. Et pour moi, le meilleur restaurant à Vegas, ça reste Partage, donc le restaurant français qui est ouais, j'y suis allé. Rapport qualité-prix, qui est en dehors du strip, donc qui n'a pas encore des prix fous, mais les prix du strip sont devenus tellement incroyables que j'aurais du mal à faire une recommandation sur le strip, vraiment, vu les prix, quoi. Et spectacle ? Spectacle, bon, moi, les valeurs sûres, Bellagio, je pense que c'est les valeurs sûres. Michael Jackson. Ouais. K aussi. Mandala Bay. K. Les 3 Cirques du Soleil, c'est très, très bien. Après, si vous avez l'occasion d'aller voir un match de hockey, c'est vraiment à faire. Il y a des places vraiment pas chères au dernier moment sur les sites de revente, Ticketmaster, etc. C'est en plein cœur du strip, à l'Arena, au parc MGM. C'est incroyable. Franchement, l'ambiance qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ils ont une grosse équipe, du coup. Ouais, on a gagné la Stanley Cup. Je dis t'as vu, je suis un résident. Mais... et le football américain, le stade est incroyable à Legend. Il y a des concerts, il y a des matchs. Alors, malheureusement, on n'aura pas la Coupe du Monde de foot, mais tous les étés, généralement, il y a des matchs amicaux de foot. Franchement, c'est à voir. Le stade, il est incroyable. Okay. Il est incroyable. Sur la stratégie de diffusion, quelle place occupe aujourd'hui le streaming et les réseaux sociaux dans votre stratégie ? Pareil, je pense que je répondrai un peu de la même façon que pour le main event, c'est-à-dire qu'on a encore du travail. PokerGo fait des super travail en termes de qualité, mais c'est vrai qu'en termes de distribution, c'est pas encore hyper accessible partout dans le monde, dans toutes les langues. Notamment les langues, je pense que c'est un truc important. Je sais que tout le monde parle anglais, mais je pense que pour aller chercher des nouveaux marchés, il faut aussi... ce que fait très bien, par exemple, l'EPT, PokerStar, avec Julien Brécard et Benjamin. Le fait de créer une communauté dans les pays, je pense qu'on doit passer par là. Il faut, en portugais, les pays asiatiques, évidemment, japonais, chinois, tu vois. Tu as besoin... L'anglais, c'est bien, mais je pense que d'avoir des communautés locales avec des ambassadeurs locaux, justement, on doit passer par là, je pense, pour diffuser. Ok, ouais. Sur les plateformes PokerGo, YouTube, TikTok, Instagram, quels canaux vous priorisez et pour quel type de contenu ? Ouais, alors Instagram, maintenant, c'est devenu vraiment la base en termes de contenu. On sait que c'est ce que les gens regardent le plus. X, Twitter, c'est plutôt les joueurs de poker qui veulent avoir des news, moins que le contenu vidéo. On se concentre vraiment sur Instagram. Là, on a une grosse équipe cet été parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment le nerf de la guerre et que même quand on a des célébrités qui viennent et tout, ils postent sur Instagram, tu vois, Neymar, Tony Parker, ce genre. On voit que ça a un impact énorme, que c'est vu par des millions de personnes. Donc, on va s'atteler à Instagram. TikTok, j'ai un petit problème psychologique. TikTok, c'est quand même l'âge. La moyenne d'âge sur TikTok, n'oublie pas, ici, c'est 21 ans le jeu. Donc, je pense que c'est encore un peu délicat. Okay. Mais ouais, Instagram surtout, ouais. Et sur le public cible, est-ce que vous cherchez à toucher un public plus jeune, plus international, ou à féminiser l'audience des World Series ? Je pense alors on en revient à quelle est la cible des World Series. Et en fait, quand on regarde un peu notre cible, il y a de tout en fait.
Alors, en termes de joueurs, il y a des amateurs. Il y a des gens qui n'ont jamais joué au poker qui viennent jouer les World Series. Il y a des joueurs fans, il y a des réguliers, il y a des pros, il y a des semi-pros, il y a des businessmen, il y a des high rollers, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des Américains. Donc, en fait, on a vraiment un panel tellement large qu'en fait, ça serait une erreur de se dire il faut qu'on cible une clientèle particulière. Mais l'inconvénient de se dire ça, c'est qu'en fait, on cible personne. Donc, je pense que pour aller dans ta question, il faut qu'on trouve des ambassadeurs et des voies de communication pour chacune des cibles, en fait. Et c'est pareil un peu quand on prend le retour des joueurs et à essayer de prendre des décisions sur l'événement, on essaie d'avoir des retours de tous les types de joueurs. Parce que tout le monde n'a pas la même opinion. Toi, qui es un joueur régulier, tu vas pas avoir la même opinion qu'un joueur qui vient d'arriver au World Series, qui va se dire non, mais moi, je veux 20% de joueurs payés, je veux être hyper deep au D1 et je m'en fous du D2, tu vois, ce genre de choses. Donc, en fait, tu vas trouver des avis complètement opposés selon à qui tu vas t'adresser. Donc, c'est toute la difficulté de la distribution et de l'organisation, c'est de s'adapter, en fait, à la clientèle du tournoi même, en fait. On voit une émergence des créateurs de contenu. On voit de plus en plus de streamers, influenceurs poker et même non poker présents au World Series. Est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez ? Ouais, alors c'est en train d'évoluer. C'est vrai qu'historiquement, même au Nevada, filmer pendant qu'on est à table, c'était un truc inimaginable il y a quelques années. Maintenant, c'est vrai que ça a été accepté. Alors, je pense qu'il faut l'encadrer, notamment chez nous. Tu joues en cash game, donc tu vois qu'il y a plein de joueurs qui le font. Des joueurs français, ils demandent des autorisations. Maintenant, je crois qu'ils ont besoin d'autorisation de la Poker Room, même au Win, etc. L'avantage qu'ils ont, c'est que c'est quelques tables, donc c'est facile à manager. Nous, si on dit d'un coup, c'est autorisé, tu peux te retrouver avec 3, 4, 5 joueurs par table, et donc potentiellement des dizaines de milliers de joueurs, je n'exagère pas, qui sont en train de filmer, en fait. Et donc, ça devient ingérable, et tu peux plus contrôler. Et on a eu des histoires l'année dernière avec ce qui se passait autour des tables. Il y a quand même un problème de sécurité et d'intégrité à faire attention. Donc, on est en train de réfléchir comment l'encadrer. Notamment dans les fins de tournoi, on est vraiment de plus en plus à imaginer enlever les téléphones. C'est ce qui va se passer cette année. Mais je pense qu'il faut encourager ça pour le développement du poker dans les étapes d'avant. Donc, je pense que dans les années à venir, on va réussir à encadrer et que chaque joueur soit approuvé pour pouvoir le faire. Mais pareil, tu vois, si tu fais ça, ça veut dire que ton voisin, il va te voir filmer et tu vas avoir des joueurs débutants qui vont pas être à l'aise en disant pourquoi lui, il filme tous ses cartes. Est-ce qu'il parle pas avec quelqu'un ? Pourquoi moi, j'ai pas le droit de le faire ? Je pense qu'il faut que ça soit encore plus entré dans les mœurs pour le faire accepter par tout le monde. Ouais, l'encadrer, c'est vrai que moi, je filme mes parties aussi au Win. Ouais. Donc, en fait, ce qui nous dit, c'est juste qu'il faut pas montrer les têtes pour la privacy, quoi. Est-ce que tu as des joueurs qui râlent des fois ? Non, franchement, non. Alors, parce que tu as des réguliers aussi, je pense, non ? Ouais, il y a un peu de tout, mais franchement, c'est assez rare Ouais. que. Et souvent, les mecs sont curieux, ils te demandent c'est quoi ta chaîne, ils vont follow, tu vois. Mais moi, j'essaie d'être le plus discret possible. Ouais. Voilà, il y a le téléphone dessus. Mais t'as un trépied ? Ouais, j'ai un petit trépied, tu vois. Et en vrai, ils trouvent ça cool, les gens. Mais ouais, essayer de réglementer ça. Et puis. Au moins des créateurs de contenu, tu vois, identifiés, qui ont déjà pas mal de choses, leur donner des autorisations. Et en vrai, tout le monde ne veut pas faire ça. Donc, je pense pas que tu en aies 4, 5 par table. Peut-être ça arrivera si ça se développe beaucoup, mais 1, 2 ou... Et le risque, c'était aussi le streaming live, tu vois, on voulait pas de ça, surtout. Ouais. Tu vois, bah ça, tu mets des règles claires. Ouais, mais tu mets les règles, mais il faut être capable de les appliquer, tu vois ce que je veux dire. Quand tu as 3 tables de cash game, c'est plus on que quand tu as un A700, quoi, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on explique au croupier. Comment tu sais si le gars, il stream ou s'il filme juste. Ça, on revient au sujet des solvers, c'est-à-dire l'utilisation du téléphone portable. Les gens nous ont dit, oui, mais les solvers, c'est interdit. OK, mais comment tu vérifies 700 tables, ce que chacun a sur son téléphone? Donc, ce qui s'est passé l'année dernière, je sais pas si tu as vu, il y avait des gars qui prenaient des photos de son voisin en disant, il est en train d'utiliser le solver. Mais je comprends la règle et on est la première à la faire, mais à l'appliquer, c'est très compliqué. Pour donner mon expérience aussi, j'ai vu une joueuse sur mes parties de cash game qui avait GTO Wizard. Bon, moi, j'ai rien dit. C'était entre les coups. Je pense qu'elle vérifiait peut-être un truc. Je sais même pas si c'est légal en vrai de faire ça. Ça dépend du règlement du casino. Je sais pas. Bon, voilà. Nous, on l'a interdit maintenant, mais encore une fois, à l'appliquer. Ok. Et quel rôle peuvent jouer ces nouveaux profils dans le rayonnement de l'événement ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un tournoi World Series spécial créateur VIP avec MrBeast, Agüero, Neymar ? Ouais, c'est une bonne idée. Je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer dans aller chercher des nouveaux joueurs.
C'est-à-dire qu'ils ont une base de fans. On voit les plus gros, ils ont quand même des centaines de milliers de personnes qui suivent les contenus. C'est du contenu qui est intéressant, ils apprécient la personnalité. Et comme tu dis, si tu arrives à faire un peu un effet exponentiel et en avoir beaucoup en même temps sur un même tournoi, ça peut donner un truc intéressant. Ouais. Il y a des tournois, on va dire, un peu comme le Celebrity Poker Tour, ce genre de choses, Oui. où ils sont très axés sur les... chaque créateur de contenu partage le streaming. C'est intéressant comme concept. Ouais. C'est-à-dire que finalement, des gens qui ne sont pas forcément du poker vont avoir accès parce qu'ils sont fans de cette personne. Du coup, ça fait un effet boule de neige où tu touches plein de communautés en même temps. Mais par contre, tu es plus dans un tournoi, on va dire, fun que dans un tournoi des championnats du monde, entre guillemets. C'est ça. Ouais. Donc, c'est plutôt ça la difficulté. C'est est-ce que c'est une exhibition ou est-ce que c'est un vrai tournoi fun? Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à faire un truc que le tournoi est fun où tu te retrouves avec des mannequins, avec des sportifs, avec des gens qui comprennent pas les règles, qui montent les cartes. Tu vois, c'est drôle, mais c'est compliqué d'en faire un tournoi sérieux, quoi, tu vois. Ouais, faut trouver la balance, peut-être. Mais comme tu dis, t'as des Neymar, Agüero, ou Tony Parker, c'est des joueurs sérieux, tu vois. Bien sûr. Donc, si tu arrives à sélectionner, à avoir mais c'est très dur à trouver un joueur sérieux qui a une grosse communauté hors poker. Hein. Il y en a vraiment très, très peu si tu cherches. Vraiment très peu. Sur la gestion du quotidien, il y a combien de décisions critiques à prendre chaque jour pendant les World Series? Beaucoup. Tous les jours. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on voit que le côté poker, mais en fait, on a des réunions quasiment quotidiennes avec juste les chefs d'équipe. Et les chefs d'équipe, c'est 40 personnes déjà. Et en fait, ça va de la sécurité, la restauration, le merchandising, je disais les cartes César Rewards. Il y a le parking. Tu vois, il y a un nombre de secteurs différents qui font que c'est près de 4000 personnes qui travaillent sur l'événement, en fait, 1300 croupiers. Et ça fait qu'il y a des sujets qui sont pas seulement liés au poker, tu vois. Finalement, les sujets liés au poker et au règlement, on les gère. C'est assez facile. On est un petit groupe avec Jack Eiffel, Ty Stewart. C'est assez facile. Les choses qui sont liées au casino, à l'organisation, c'est beaucoup plus lourd, tu vois. Problème de sécurité, Et ça ouais, j'avoue que c'est plus sensible, mais il y en a plusieurs fois par jour. Ouais. Un peu d'insolite, quelle est la chose la plus étrange ou inattendue que tu aies vécue dans les coulisses des championnats du monde? Alors, la plus désagréable, sans hésiter, l'alerte au shooter il y a 2-3 ans, Pierre Calamusa ou Alexandre Reave peuvent t'en parler, qui est un truc incroyable, qui vient d'une pierre lancée dans une vitre au MGM, des gens qui tweetent en disant il y a un shooter au MGM, ensuite des gens qui tweetent au World Series il y a un shooter au Paris, et au final quelqu'un qui se lève dans la salle avant qu'on ait le temps de réagir et qui dit il y a un active shooter, cassez-vous en courant. Et là en fait c'est l'effet panique. Okay. Moi je suis sur place et je me rappelle parce que au moment où il y a les premiers tweets, j'appelle le chef de la sécurité et je lui dis il y a quoi là? Il me dit mais il y a rien du tout. Et je dis regarde les réseaux machin. Et en fait, ça a pris en 1 minute. On n'a pas eu le temps. On a démenti sur les réseaux. Et comme la personne a crié, les gens ont paniqué, se sont mis à courir, en fait. Et en fait, le problème, c'est qu'on nous a dit comment on solutionne ça. Parce qu'en fait, l'idée de base, c'était d'essayer de protéger les gens, ce que je peux comprendre, parce que voilà, c'est des choses qui arrivent dans le monde et les gens paniquent. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Et c'est ce genre de sujet, c'est la plus désagréable dont je me souviens. Et la plus insolite, sinon, c'est pas forcément agréable non plus, mais insolite, et je pose souvent cette question au tournament directeur, c'est un cas qui est arrivé, les joueurs partent en pause, ils reviennent de pause, et tous les joueurs sont pas revenus de la pause. Une main s'engage, il y a que 3 ou 4 joueurs à table, la main s'engage, et un joueur buste l'autre. Donc le joueur se lève pour partir, l'autre prend les jetons, les met dans son stack, et au moment où il les met dans son stack, il y a un gars qui arrive, qui dit mais t'es assis à ma place là, toi c'est la place à côté. Oh là 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 là. Oh. La main est déjà terminée, les jetons sont déjà mélangés, le gars est déjà levé, busté. Et qu'est-ce que tu fais? Et en fait il y a quelques cas comme ça où il y a pas de ruling en fait. Tu m'étonnes. Donc je pourrais raconter en détail ce qu'on a fait, mais on a fait un geste commercial au joueur qu'on a remboursé le busté. On a mis une pénalité au joueur qui n'était pas assis à sa table. On a transféré les parties des jetons pour être à la hauteur de ses jetons à lui. Voilà, c'était un cauchemar. Mais ce cas-là, à chaque fois, je la pose à des tournaments directeurs parce que je sais que les gens aiment bien se poser des questions. Il y a pas de solution, mais celui-là est pas mal. Ouais, c'est inattendu. Comme non, et sinon, dans le plus positif, on va dire Neymar qui débarque sans prévenir.
Ah ouais, top. Ça c'était incroyable. En plus, moi, je suis fan du PSG à l'époque. Et en fait, je reçois un texto dans un groupe et on me dit Neymar est dans une limousine, il arrive d'une pool party. Je dis quoi? Je dis, oui, ils sont là dans 3 minutes. Et en fait, on n'est pas prêt, il n'y a pas la sécurité, il n'y a rien. Il arrive, il dit qu'il veut des suites WSOP, il veut aller jouer au milieu de la salle. Et franchement, c'était incroyable. Ouais, fidèle à lui-même. Et ouais, mais c'est une bonne surprise. Ouais, super. Et encore une fois, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est qu'on lui a rien demandé. Ouais. Il avait envie de jouer les World Series, tu vois. Ouais, je pense que c'est un passionné. Ouais. C'est vraiment un passionné. Ouais. Et puis, il a travaillé le jeu. Donc, ouais, c'est agréable de le voir sur ce genre d'événement quand même. Et quel est, sur ton rythme personnel, le moment de l'année le plus intense pour toi? Bon, c'est pendant les World Series, c'est sûr. Il n'y a pas de jour off, c'est 50 jours. Quand on se rapproche du main event, c'est encore plus chaud. Mais le fait qu'il y ait 50 jours sans arrêt, on va dire que c'est vraiment le plus dur. Même WSOP Paradise aux Bahamas, qui dure 2 semaines, à côté, c'est rien du tout. Mais avec les années, j'apprends à gérer mes horaires. J'ai une famille aussi qui est compréhensive. Mais il n'y a pas de jour off, c'est surtout ça. 0 jour off, c'est compliqué. Et en fait, tous les week-ends, il y a un gros tournoi. Tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, il peut y avoir Phil Hellmuth ou Daniel Negreanu qui gagne un bracelet. Tous les jours, il peut y avoir une célébrité. Donc, ça s'arrête jamais, en fait. Ouais. Et sur la place des autres circuits des World Series, quelle est la relation entre les WSOP de Vegas et les autres circuits, donc Europe et Paradise, comme tu disais justement? Je pense que, ouais, comme je te disais, Vegas, c'est vraiment notre flagship, c'est la Coupe du Monde, quoi. Les autres, en ce qui concerne les Bahamas ou Europe, je considère ça comme des tournois du Grand Chelem un peu. Donc, c'est des tournois où je me rends systématiquement parce qu'il y a des bracelets et que c'est sensible. Les circuits, on a tellement développé les circuits, maintenant, on a presque 50 étapes entre les États-Unis et le reste du monde. Donc, je me déplace très peu. On a des équipes et on a confiance dans nos partenaires aussi au fur et à mesure des années. Mais ça s'arrête jamais, en fait. 50 tournois, plus les tournois du Grand Chelem, plus Vegas. En fait, on a des tournois toutes les semaines. Donc, c'est ça qui est aussi sympa au World Series, c'est qu'on a toujours de l'actualité, en fait. Et on en revient au contenu. C'est-à-dire qu'on devrait être capable de créer du contenu chaque semaine frais, en fait. Et on est les seuls au monde à pouvoir ça. Il n'y a pas un EPT chaque semaine, il n'y a pas un WPT chaque semaine. Par contre, il y a un tournoi WSOP chaque semaine dans le monde, quoi. Ouais, même online, ou offline, quoi. Donc, on doit mieux faire, ouais. Et par rapport à l'héritage versus l'innovation, comment tu concilies l'héritage de la marque WSOP avec l'innovation nécessaire pour continuer à surprendre les joueurs? Ouais, c'est une bonne question, l'héritage. Pareil, moi, je suis vraiment un fan absolu des World Series. Je connais toute l'histoire. Je suis un collab depuis 1970. Et malgré tout, j'étais, par rapport à ce que je disais au début sur mon côté français, j'étais un de ceux qui avaient le plus de mal à faire de changements. En disant, mais on ne peut pas complètement dénaturer. Alors que Ty, par exemple, c'est celui qui a inventé les November 9, Ty Stewart, quelque chose qu'on a arrêté, mais que je trouve qui était juste incroyable. J'adorais, moi. Mais tu sais que il m'a raconté, il s'est fait insulter de tous les noms. J'adorais. Parce qu'en fait, avec le recul, tu te rends pas 3 compte. mois après, mais en fait, tu coupais complètement l'esprit du tournoi de poker où les pros jouaient et où ont le plus d'edge à la fin. Le rythme du tournoi, la fatigue. Tu vois. Et en fait, tu coupais ça et tu permettais aux joueurs pendant 3 mois de se faire coacher, mais surtout de voir les mains. Parce que rappelle-toi, on diffusait sur ESPN les émissions des tournois jusqu'au jour 7. Et donc, tu voyais tout l'historique des joueurs, de tes adversaires. C'est vrai. Donc, oui, tu fausses, on va dire, par rapport à si tu avais fait d'une traite. Mais par contre, là où je trouve que c'est incroyable, c'est que ça donnait le même avantage à tout le monde. Ouais. Tout le monde a accès aux mains de tout le monde. Donc, tu changes un petit peu la physionomie du main event. Mais tu vois, il y a eu le même sujet sur dévoiler les cartes dans les streams. Pareil, ça, pour toi, ça te paraît naturel. On a été les premiers à le faire. L'année où les World Series ont fait ça, mais ça a été un raz-de-marée de critiques incroyable. Et pourtant, il y avait 30-45 minutes de délai. Mais dévoiler les cartes du streaming où les gens pouvaient savoir 1 heure après ce que tu avais, c'était une abomination, tu vois. Et maintenant, c'est devenu naturel. Même quand il y a un streaming où on ne voit pas les cartes, on dit mais c'est quoi ce streaming, quoi, tu vois ? Clair. Parce que ça perd beaucoup de son intérêt. Mais pareil, tu fausses, on va dire, le tournoi, ou en tout cas, tu changes la dynamique par rapport... voilà. Donc, je pense que il faut voir ça comme une évolution, voire une révolution, plutôt que je dénature l'héritage. C'est juste qu'il faut être capable de s'adapter, mais je pense que c'est aussi une manière de rendre le poker plus accessible et aussi de permettre à tous les joueurs de s'améliorer, quoi, clairement. Les November 9, si tu me demandes à moi,
c'est pas impossible que ça revienne un jour. Franchement, c'est un point super important parce que je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça incroyable de. Même, je me souviens d'Antoine Saoud. J'y suis. Qui avait je suis dans fait... le groupe. Ouais, il fait venir des centaines de personnes. Ouais, c'est ça, il fait venir des centaines de personnes. Mais même lui, il s'était fait coacher. Ouais. Je crois qu'il y avait Laquet, Ludovic Laquet. Il y avait qui d'autre? Il y avait. Il avait signé avec Everest, donc je sais plus exactement. Non, Laquet, c'était pas avec Sylvain Lousli plutôt? Ah, peut-être, ouais, pardon. Ouais. Avec Sylvain Lousli. Non, Saoud, il avait signé chez Everest, mais en attendant, il a. Non, il se faisait peut-être pas coacher. Mais il avait fait les WSOP Europe, il avait fait plein de tournois, il avait travaillé. Et comme tu dis, Sylvain Lousli, il avait signé avec Winamax. Donc il a été coaché par la team pro de Winamax. Oui, il donnait peut-être un pourcentage, je crois que c'était ça leur deal. Et le plus connu, c'était Jamie Gold qui avait Johnny Chan. Et si tu regardes les images de 2006, quand il y a la dernière main, il saute, il va dans les bras de Johnny Chan en priant que la river tombe pas. Et franchement, c'est incroyable. Ce côté coaching, pareil, c'est un petit peu, on dit c'est une aide, etc. Mais ça donne un côté dramatique, c'est incroyable, quoi. Donc non, moi les November Night, je me rappelle du groupe dans le Rio, c'était, il y avait plus de 2000 personnes dans le théâtre. Hein. C'était incroyable. Les gens faisaient la queue pour rentrer. Je le visualise, regarder sur mon téléphone Antoine Saoud là et prendre son 20%. 80. Les dames pour contre les deux. Aller gagner le main event. Contre Jokada, Ouais, Jokada. Ouais. Et selon toi, à quoi ressembleront les World Series dans 20 ans? C'est dur comme question, ça. C'est une bonne question. J'espère qu'on aura réussi notre côté où on veut démocratiser le jeu. Donc, qu'on aura ça soit beaucoup plus fun et beaucoup plus accessible, qu'on ait des joueurs de tous les pays dans le monde, que ça soit diffusé partout dans le monde, qu'on ait une avancée technologique, comme tu parlais d'évolution, que ça soit devenu, qu'on ait plus le côté vieux casino, jeu de table, etc., mais qu'on soit quasiment comme de l'e-sport, tu vois. Je pense que c'est l'évolution. Et puis qu'on ait plus de 20 000 joueurs au main event. Le double. Dans 20 ans. Ouais, c'est jouable. C'est quand même jouable, je pense. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as une anecdote marquante, voire inédite sur les World Series, par exemple sur une personnalité du poker que tu pourrais nous partager? Sur une personnalité du poker, donne-moi un nom, je vais te trouver une anecdote. Doyle Brunson. Doyle Brunson, incroyable. Doyle Brunson, pareil. Alors, les deux personnalités un peu historiques pour moi où j'ai été vraiment comme un fanboy, c'est Doyle et Jack Binion. Jack Binion qui a créé les World Series. Et Doyle, pareil, t'as une aura. T'es comme un gamin devant une star. Et je me rappellerai, on a quelques mois avant qu'il décède, et il avait il sortait un livre. Et en fait, il est venu faire la dédicace au Hall of Fame, au Horseshoe. Tu sais qu'on a un Hall of Fame. Et en fait, on a juste annoncé le matin qu'il va venir dédicacer le livre. Et en fait, on a eu des centaines et des centaines de personnes qui sont venues faire la queue. Il était très vieux, très malade. Il est resté toute la soirée à signer chaque bouquin, chaque carte. Les gens voulaient signer des cartes de jeu avec les 10, les 2. Évidemment. Signer. Et je me rappelle, il était, 11h ou minuit. Et à un moment, je me rappelle, j'ai dit à son agent, on va arrêter parce que le pauvre, il était vraiment, il allait au bout, mais voilà, comme les gens avaient fait le déplacement, il était, incroyable. Tu sentais que c'était une légende, quoi. Il y a un côté aura que très, très peu de joueurs ont. Charismatique, ouais. Un côté, je te dis, autant Phil Hellmuth ou Daniel Negreanu, c'est des gens avec qui tu peux rigoler, tu sens, voilà. Doyle, il y avait un côté institutionnel, tu vois. Le daron, quoi. Ouais, exactement. Le boss de fin de jeu, quoi. Ouais. Donc, tu vas pas... le respect, quoi. Donc, Et une petite sur Phil Ivey? Phil Ivey... Le mec s'est fait kiffer. Non, Phil Ivey, franchement... Phil Ivey, j'en ai deux anecdotes. J'en ai une drôle qui va te faire plaisir pour les Français. On va pas citer les noms des personnes parce que voilà, mais je me rappelle de Phil Ivey il y a plus d'une dizaine ou une quinzaine d'années qui devait jouer le main event et Phil Ivey, il arrive toujours à la dernière minute pour s'inscrire. Et il nous envoie des messages, machin, j'arrive. Et puis finalement, il n'arrive pas. Les inscriptions, machin, on lui dit, ouais, mais là, ça va se terminer. Il n'arrive pas. Et t'es où? Je suis à la Bobby's Room. Quoi? Oui. Voilà. Bon. Et puis finalement, il joue pas le main event pendant 2-3 jours. Et à la fin, on lui dit, mais t'as raté le main event. Et il nous a dit, mais en une semaine, j'ai gagné plus que le gagnant du main event dans la Bobby's Room parce qu'il y avait des joueurs récréatifs français. C'est très, très vieux. Hein. Des gens qui ont eu des problèmes avec par la suite. Mais qui, je vois de quoi tu veux parler. Et donc, il avait gagné plus que le gagnant du main en restant dans la Bobby's Room, en jouant. Je crois qu'ils avaient joué quasiment, mais c'est pas une blague, 5 ou 6 jours sans arrêt, en fait. Sans s'arrêter.
Et, et donc, la Ah ouais, première anecdote marrante. je crois avoir fait le lien avec Des personnages, quoi. D'accord. Et la deuxième rigolote, c'est que, alors, Phil Ivey, c'est pareil, il est considéré comme beaucoup comme le meilleur joueur de poker de l'histoire. Je pense qu'avec Stungar, voilà, il y a une série, il y a le panthéon du poker. Et c'est vrai que c'est pas quelqu'un de très expressif. Et je pense. Il fait un peu autiste, non? C'est pas un jugement. Mais pas du tout, en fait. Ouais. C'est juste qu'il est vraiment. Dans sa bulle. Ouais, et discret et introverti. Mais il a pas ce côté autiste comme peuvent l'avoir d'autres. Lui, c'est vraiment qu'il est discret, introverti, qui veut pas être présent plus que ça. Et je pense qu'il aime pas ça. Je veux dire, on peut pas reprocher à quelqu'un de pas vouloir être un ambassadeur, tu vois. Mais c'est clairement pas quelqu'un qui aime aller. Qui est très expressif, quoi. Ouais, et je me rappelle, donc là, il a gagné un bracelet l'année dernière. Ça faisait un moment, etc. Et on a réussi à avoir une photo où il sourit. Et je me rappelle le photographe qui m'a dit, celle-là, faut qu'on la garde parce que je me trouve une photo de Phil Ivey qui sourit, c'est compliqué. C'est ouf. Et encore, le mec est hyper sympathique. Hein. Donc, ça a vraiment rien à voir. C'est juste que, comme tu dis, il est dans sa bulle. Et pour lui, c'est son métier. D'accord. Et que je pense que quand il est en train de jouer, il n'est pas en train de rigoler, quoi. C'est tout. Ouais. Avant de conclure cette interview, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Une question que tu aurais aimé que je te pose? Non, je pense que tu as fait bien le tour. Je pense que non, il y a une question en tant que joueur de cash game que tu aurais pu me poser quand même. C'est la question qu'on nous pose souvent et sur laquelle je travaille depuis des années, c'est que les World Series, c'est né en 1970 et la première année, c'était du cash game. Et que ça fait, moi, plus de 10 ans que je cherche une façon de refaire un bracelet cash game. Ok. Et que j'ai toujours pas trouvé. La solution, qu'elle soit technologique. Oui, mais tu en avais parlé, c'est vrai. Ok. Et je pose toujours la question comme ça, si quelqu'un a une idée de génie à nous soumettre à un moment. Mais il y a évidemment la solution des jetons RFID, de comment tu fais une table finale, comment tu donnes le bracelet à un gagnant, est-ce que c'est du ROI, est-ce que voilà. Pour l'anecdote, en 1970, ils avaient voté. Ça pourrait être une solution, même si elle serait très arbitraire, mais c'était que les gens de la table qui avaient voté qui était le meilleur joueur à table. Okay. Et pour la petite anecdote, au premier tour, ils ont tous voté pour eux-mêmes, donc il n'y avait pas eu de gagnant. Et donc au deuxième tour, elle a dit non, vous votez pour quelqu'un d'autre. Donc là, il y a eu un gagnant. Mais le vote, ça peut être une des solutions aussi, tu vois, ou vote public, ou tu vois. Mais c'est très compliqué de avoir un bracelet cash game qui soit accessible à beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que ça peut pas être 20 joueurs, tu vois. Sinon, ou alors, faut vraiment que ça soit très très cher. Là, il y a un truc qui me vient. Je sais pas, tu prends une limite 1-3. Tu prends une limite 2-5, tu prends une limite 5-10, on va dire en hold'em. Sur la période des 50 jours, les plus gros gagnants. Et donc, tu traques comment? Et ça, c'est une vraie question. Ouais, c'est galère. Parce que là, dans les in et dans les out, c'est galère. Et toi, tu parles aux tables de cash game traditionnelles? Je parle du coup World Series. World Series, j'allais dire. Tu vois, le mec, s'il veut. Non, les jetons RFID pourraient faire ça. Ouais. Tu vois, mais t'imagines le nombre de jetons. Et après, du coup, tu prends les meilleurs et tu fais une TF. Mais une TF en tournoi ou en cash? Ouais, c'est un vrai sujet. Parce que si tu fais une finale en tournoi, c'est plus vraiment un bracelet cash game non plus. Ouais. Faut réfléchir. On va. C'est pas ça. Je te lance le défi. Réfléchir à ça. Ouais, si quelqu'un a une idée. Non, c'est sûr que Mais ça ferait du sens, tu vois, pour un retour aux origines, quoi. Et finalement. Quand tu dis que c'était cash game, c'est-à-dire le premier World Series, c'est 7 joueurs qui sont invités, qui sont les plus gros joueurs au monde, qui jouent une partie de cash game et à l'issue de laquelle ils ont voté pour qui était le meilleur joueur du monde. Ça, c'est les premiers World Series. Le mode tournoi, c'est arrivé que les années d'après, les bracelets encore des années après. Mais au début, c'était juste un tournoi d'invités de cash game high roller, en fait. Ok. Ouais. Grégory, merci beaucoup pour ta transparence, ton temps et tous ces conseils précieux. C'est vraiment passionnant de voir comment la machine WSOP fonctionne. Pour tous ceux qui veulent tenter l'aventure en 2025, tous les liens importants sont en description de l'épisode. Vous avez le programme complet des World Series. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Poker Explorer. Good luck à tous les Français au WSOP. La Marseillaise est prête. La Marseillaise est prête. Et j'allais oublier. Le bracelet. J'allais oublier. En exclusivité. Et donc ça, tu peux nous en dire plus sur ce bracelet? En fait, c'est les bracelets pour le tournoi des champions qui a lieu la semaine prochaine au commerce. Et en fait, c'est le modèle des bracelets de cette année. Donc on peut voir qu'on a changé un peu. C'est une vraie chaîne sur les côtés comme c'était avant. Donc c'est un peu nouveau. Voilà. Ok, super. Bon, terminé avec le bracelet. Le petit mot de la fin. Merci à tous.
À très vite. Ciao. Ciao.